Le temps que je passe. Alors, le dossier. Allez, un petit café. Hop là. Oui, monsieur Bertolus. Oui. Eh bien écoutez, c'est bon pour la semaine prochaine, oui, oui. Ouais, ouais, c'est bon pour moi, pas de problème. On fait ça. Attendez, ne quittez pas un instant. Pourquoi tu restes collé à moi tout le temps là? Vu que tu pars en vacances, j'en profite un peu quoi, pour te voir avant que tu partes demain. Ouais, mais c'est pas une raison, c'est grand ici. It's turning. Salut à tous! Alors aujourd'hui, on ne va pas vous présenter une voiture, on va vous faire un petit tuto, une petite explication de comment bien acheter sa voiture. Alors on va pas parler d'investissement comme la dernière fois, là on va vraiment parler d'acheter sa voiture sans se faire avoir, sans se faire pigeonner. Et d'acheter une voiture bien pour ne pas être emmerdé au final. C'est plutôt ça l'idée. Donc voilà, on va aborder un petit peu les différents points, les différentes étapes de l'achat et les points à éviter, les arnaques à éviter et les points à surtout bien vérifier. Dans un premier temps, on va choisir son modèle. Donc choisir son modèle, ça va consister tout d'abord, bon, déjà on va choisir les modèles qui nous plaisent. Donc on va trouver tel ou tel modèle. On va se renseigner un petit peu sur les forums et sur différents sites internet pour savoir un petit peu quelles sont les maladies connues, quelles sont les échéances d'entretien, quels sont les entretiens importants à voir, savoir si c'est une distribution à chaîne ou une distribution à courroie et à quelle date ou à quel kilométrage la courroie doit être faite par exemple. Golf 4 a fait des alternateurs pour le moteur essence qui sont vraiment des alternateurs extraordinaires. On n'en a que du plaisir. Le coût des entretiens, savoir la petite révision, combien elle coûte, la grosse révision, combien elle coûte. S'assurer qu'on achète une voiture qui rentre dans son budget et qui rentre dans ses capacités d'entretien. Une fois qu'on a sélectionné son modèle, qu'on s'est dit celui-ci est un modèle fiable, il y a un modèle qui correspond à mon budget, on va chercher la dite voiture. Donc ça va passer par aller sur le bon coin, sur la centrale, comparer les prix, chercher les bonnes configurations, chercher les bons kilométrages, chercher les bons prix, les bons vendeurs, pas trop loin de chez soi. L'important est de voir un petit peu ses considérations, voir si on est prêt à faire de la route ou à prendre le train ou l'avion pour aller chercher une voiture. Mais surtout, très important, savoir qu'une voiture pas chère, très en dessous de sa cote, généralement, alors il y a des exceptions, il arrive de faire des très bonnes affaires auprès de gens qui veulent se séparer rapidement d'une voiture parce qu'ils partent à l'étranger ou parce qu'ils ont besoin de sous très rapidement. Mais dans l'ensemble, quand une voiture est très en dessous de sa cote en termes de prix, c'est qu'il y a un loup. C'est rare que les gens se disent tiens, j'ai envie de faire un cadeau à un mec, je vais mettre ma voiture 5000 balles de moins que ce qu'elle coûte, et puis juste sans raison comme ça. C'est très rare, donc généralement quand c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. Sur le prix de l'annonce, quand une voiture est pas chère, si elle vient d'être publiée, effectivement ça peut être une bonne affaire. Parce que potentiellement c'est quelqu'un qui veut s'en séparer vite. Si le prix est très bas et qu'en plus de ça l'annonce est là depuis longtemps,
priori, c'est même pas la peine d'appeler. Il y a un loup et que tous ceux qui sont allés voir la voiture ne l'ont pas achetée parce que bon, si elle est pas chère et que personne n'achète, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ça veut rien de voir. Pareil, bien regarder la date de l'annonce. Si la voiture est en ligne depuis longtemps et qu'elle a son prix, potentiellement elle sera plus négociable. Donc ça peut être un bon point. Une fois qu'on a trouvé la voiture, qu'on va voir la voiture, on arrive, la première chose à faire, c'est de jauger un peu le vendeur. Alors, on va commencer un petit peu avec les particuliers. On va parler dans un premier temps des particuliers pour ensuite parler des professionnels. Quand on va arriver face aux particuliers, il faut donc jauger un peu le vendeur, essayer de lui poser un maximum de questions. Depuis quand il a la voiture, de combien de kilomètres il a parcouru avec, pourquoi est-ce qu'il s'en sépare. On s'en fiche un petit peu de savoir sa vie, mais le confronter, voir si son histoire tient la route ou si elle est un peu bizarre, si on voit qu'il a une carte grise depuis 3 mois et qu'il explique que parce que cela, ça peut être un mauvais coup, un type qui a acheté une voiture qui soit s'est rendu compte qu'elle n'était pas saine, et du coup la revend pour éviter de faire les frais qu'il y a dessus. Soit ça peut être quelqu'un qui cherche à faire un coup et à gagner de l'argent, ce qui en soi n'est pas un mal, hein. Je suis quand même vendeur automobile donc je ne vais pas remettre ça en question. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne va pas être sérieux sur l'entretien, quelqu'un qui ne va pas avoir vérifié en amont les entretiens, donc sur lequel il va falloir redoubler de vigilance. Ma femme se fout souvent de moi. Moi généralement j'aime bien faire une petite vérification Facebook ou Instagram. Trouver les gens, essayer de voir un petit peu le genre de personne que c'est. Ça permet un peu de se faire une idée et de voir un peu dans quel état d'esprit on y va, à savoir si c'est quelqu'un qui a l'air un peu bancal ou quelqu'un qui est très assumé, très correct ou quelqu'un qui travaille à tel ou tel endroit, qui va permettre de voir un peu si on a en face de nous quelqu'un de sérieux ou quelqu'un qui peut disparaître dans la nature du jour au lendemain. Ça, c'est une plutôt bonne chose. C'est pas primordial. Alors, une fois qu'on est devant la voiture, qu'on a jaugé le propriétaire, il faut vérifier un petit peu la voiture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer en premier lieu par regarder l'historique. Donc, on a un outil formidable en France qui s'appelle Histovec ou Autovisa. C'est deux organismes différents mais qui font la même chose, qui vont permettre de sortir la situation administrative de la voiture, donc savoir si la voiture est gagée, s'il y a eu une expertise dessus, si la voiture a été considérée comme accidentée puis remise à la route ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est les premières choses. On va avoir aussi un relevé de l'historique et de l'évolution du kilométrage. Alors ça ne s'applique qu'aux véhicules français. Si un véhicule a été importé, on ne peut pas savoir avant sa date d'importation ce qu'il en est. Mais ça va mettre à la suite les kilométrages au moment des contrôles techniques, les kilométrages au moment des mises en vente sur la centrale notamment, ou chez un professionnel, parce que les professionnels vont enregistrer une déclaration d'achat. Donc vous pourrez voir combien de propriétaires la voiture a eu, si son kilométrage est cohérent et s'il a une évolution qui est croissante et pas en dents de scie, ce qui n'aurait aucun sens. Et ça permet d'avoir tout ce genre d'informations, savoir si la voiture est logique ou non dans l'évolution de sa vie. Car vertical, qui est l'équivalent de Histovec ou Autovisa, mais à l'international. Donc ça, bon point à avoir aussi. Premier point. L'historique. Alors, on va regarder le carnet d'entretien. Très généralement, il se trouve dans la boîte à gants, petite pochette en cuir. On a les manuels, les trucs de garantie, le truc de la radio et le carnet d'entretien. Le carnet d'entretien va avoir des encarts pour noter les révisions, ce qui a été fait, le kilométrage et le cachet de l'établissement qui s'est chargé de faire la révision, qui va permettre encore une fois de constater l'évolution logique et cohérente du kilométrage et surtout s'assurer que la révision a été bien faite. Vous achetez une voiture, vous achetez une Ferrari des années 60 absolument somptueuse avec un carnet d'entretien tamponné chez Midas, a priori c'est mauvais signe parce que Midas ne sont pas forcément très au point sur l'entretien des Ferrari des années 60. Bon, c'est un cas de figure qui a peu de chances d'arriver, ce que je vous raconte. Je caricature un petit peu, mais voilà, essayez de voir où la voiture a été entretenue, si elle a été entretenue régulièrement, se méfier d'un carnet d'entretien, regardez si le tampon n'est pas toujours le même sur une voiture qui va avoir 20 ans, même si elle a été toujours entretenue dans le même garage, il y a des chances pour que le tampon ait changé au cours des années. Si c'est toujours le même avec une encre de la même couleur, la même écriture, a priori, le carnet il est un petit peu bancal, ça peut être un carnet acheté par la suite et tamponné tout le même jour pour faire un faux historique. Donc se méfier un peu de ça. Une fois qu'on a vérifié le carnet d'entretien, on vérifie éventuellement s'il y a des factures. Toujours se méfier, le gros dossier de factures, c'est super, c'est vachement bien. Il y a des gens qui ont tendance à être un petit peu zélés là-dessus. On va avoir 50 factures et sur les 50 factures, on va avoir une facture pour des pneus, une facture d'un contrôle technique, donc pas un rapport de contrôle technique, mais la facture du contrôle technique, une facture pour une batterie, une facture pour une vérification des niveaux et du liquide lave-glace. Donc vous arrivez, vous dites « Waouh, super belle historique », mais au final, il n'y a pas grand-chose. Il y a plutôt des factures qui n'ont pas grand intérêt et les véritables factures d'entretien sur lesquelles sont
vraiment lister tous les travaux qui ont été faits, ça, il n'y en a pas toujours. Donc c'est bien de les avoir. Ça permet déjà de garder la valeur de la voiture, mais surtout de savoir un petit peu où on va. Est-ce que la distribution a été faite? Une distribution qui n'a pas été faite, dont l'échéance a été dépassée, potentiellement, c'est de gros problèmes en perspective parce que c'est une courroie qui peut péter et du coup, un moteur qui va lâcher derrière, enfin qui va être complètement explosé, ce qui est dramatique. Donc, une distribution qui n'est pas faite en temps et en heure peut être très problématique. Si vous ne trouvez pas de facture pour la distribution dans l'historique, c'est qu'il faut le faire de toute urgence, si l'échéance est arrivée, bien entendu. Pareil pour les bougies, pareil pour les vidanges, pareil pour les vidanges de boîtes. Alors, il y a des choses où les factures ont peu d'importance, les pneus et les plaquettes de frein notamment, plaquettes et disques, parce que ça peut être vu par un contrôle visuel, à condition de s'y connaître un petit peu. Mais voilà, c'est pas, si on n'a pas la facture des plaquettes et des pneus, on s'en fout complètement tant qu'on arrive à contrôler qu'ils sont en bon état. En revanche, une vidange, des bougies ou une distribution, si on n'a pas de facture, on n'a pas de preuve et là, on est marron. Donc, très important de le vérifier. Alors, quand on va avoir une voiture, on n'a pas forcément besoin d'être mécanicien ou d'être expert automobile. Il faut faire preuve d'un peu de bon sens, même si on n'y connaît rien. Par exemple, on arrive, on voit une voiture sale, avec des papiers, machin, etc. Alors bon, on se dit, ok, il y a juste un nettoyage à faire, c'est pas dramatique. Ok, mais potentiellement, on est face à un propriétaire qui n'est pas très soigneux, qui va pas faire très attention à sa voiture. Pareil, on fait les niveaux. Si le niveau de liquide de refroidissement ou le niveau d'huile est un peu bas, c'est pas dramatique, c'est pas ça qui va casser le moteur, mais ça sous-entend que les niveaux sont faits assez peu souvent. Donc, encore une fois, entretien pas forcément tip-top. Donc ça, c'est des choses vraiment à vérifier. Et pareil, l'état de la voiture avec le kilométrage. Si le véhicule a 50 000 km, mais que le boudin du siège, par exemple, est tout délavé, le cuir est abîmé, les coutures sont un petit peu défaites, etc., c'est louche, c'est qu'a priori le compteur a été trafiqué. Donc il faut encore une fois faire preuve de bon sens. On le voit, une voiture qui a 50 000 km, une voiture qui a 200 000 km, elles n'ont pas le même état. Même bien entretenues, mal entretenues pour la voiture de 50 000 km, elles n'ont pas le même état. Donc on fait preuve de bon sens, on regarde vraiment, on fait attention à ce qu'on voit. Le problème, c'est quand on va voir une voiture, on est souvent enthousiaste, on a envie d'acheter la voiture, on a envie de repartir avec, mais il faut garder la tête froide et prendre du recul sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend et sur les informations qu'on emmagasine pour prendre une décision réfléchie et avisée et être sûr de ne pas faire de bêtises parce que mieux vaut perdre un peu de temps que perdre beaucoup d'argent. Pareil, on va se mettre sous la voiture ou regarder le moteur. Sans être professionnel, on peut voir des traces de gras. Un moteur ou un train roulant, c'est pas censé perdre du gras. Ça peut être sale, il n'y a pas de problème, ça c'est normal, c'est de la poussière, ça va être la poussière des plaquettes de frein par exemple, c'est très noir, etc. Mais ça ne doit pas être gras. Donc, bien vérifier, voir s'il y a des taches de gras, s'il y a des traces d'huile, parce que ça peut être pas grand-chose, il peut y avoir des petits suintements, c'est pas dramatique, mais au moins ça permet un petit peu de se pencher sur le sujet et de regarder plus en profondeur certaines choses qui peuvent paraître un peu anodines, mais qui ne le sont pas forcément. Regardez par terre si la voiture perd de l'huile, ça c'est très important. Et ne pas hésiter à demander au propriétaire de faire un contrôle technique. À vos frais, vous en aurez pour 80 €, mais au moins ça vous évitera peut-être de très mauvaises surprises. Vous allez à un contrôle technique ensemble, vous payez le contrôle technique. Si la voiture est bien, vous repartez avec, pas de problème, mais au moins ça vous évite le moindre problème. Et un propriétaire qui est sûr de la voiture qu'il vend et qui est sûr de vendre une voiture de bonne qualité ne refusera pas parce qu'il se dit que dans le pire des cas, ça lui fait un contrôle technique gratos et s'il refuse, c'est mauvais signe. Très clairement, le contrôleur technique, il va vous dire bon, les triangles ils sont morts, les cylinder blocks sont morts, il y a une fuite de la boîte, il y a une fuite du moteur, tout ça sera noté, ça va apparaître et là au moins il n'y aura pas de doute possible. On fait un essai, on essaie de faire un essai un peu poussé, on va pas juste faire un tour de pâté de maison, on va rouler la voiture doucement, on va rouler la voiture plus vite, essayer de faire un essai dynamique, donc sur voie rapide ou sur route par exemple, passer tous les rapports, faire des freinages. Alors on va pas arriver dans le truc où on freine, on lâche le volant pour voir comment ça se passe, non, ça veut juste dire conduire la voiture de manière normale, essayer de prendre un rond-point par exemple, de faire un freinage un peu costaud, de faire une accélération un peu dynamique, histoire de voir si la voiture fait des bruits, si tout fonctionne bien, si elle tourne sur tous ses cylindres, si l'admission d'air est suffisamment correcte pour avoir un moteur qui fonctionne à la totalité de sa puissance. En fait, vérifier une voiture, c'est suivre un faisceau d'indices. On va vraiment prendre tous les éléments les uns après les autres. Voilà, le propriétaire est clean, la situation administrative de la voiture est clean, l'historique est clean, la voiture ne présente pas de dommages apparents, elle roule bien, a priori, les feux sont verts. Si on commence à avoir des éléments un petit peu négatifs, ça ne veut pas forcément dire stop, ça veut dire potentiellement une négociation.
il y a les triangles à revoir, il y en a pour 200 €, on enlève 200 € au prix. Ça veut dire peut-être approfondir ses recherches, on va faire un contrôle technique, on va faire l'emmener carrément chez un mécanicien pour faire un essai avec lui pour s'assurer que la voiture est saine. Ça peut être tout plein de choses, mais vraiment suivre ce faisceau d'indices pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Vient ensuite le moment de la négociation. L'erreur à ne pas faire, et l'erreur assez classique, c'est de critiquer la voiture. Ah, bon, elle n'est pas très belle, puis il y en a d'autres, des moins chers. C'est pas vrai. Si vous êtes là, c'est que la voiture vous intéresse. S'il y en a des moins chers, allez acheter les moins chers. Si elle n'est pas belle, ne l'achetez pas. C'est pas du tout une bonne technique. Vous allez braquer le propriétaire. Ça va énerver tout le monde et tout le monde va perdre son temps. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Quand on veut négocier, on se base sur des faits précis, nets et clairs. Il y a des frais à faire sur la voiture, il y a 500 € de frais, on enlève 500 €. Elle est plus chère que le reste du marché, on sort les annonces, regardez monsieur, la voiture, elle est 2000 € de plus que celle-ci qui a le même kilométrage et le même niveau d'option. Qu'est-ce qu'il justifie? Et ensuite négocier. Mais partir en critiquant la voiture, ça sert à rien. J'avais un client comme ça qui se pointait tous les jours, parce que j'avais une RS3 qui l'intéressait. Tous les jours, il venait en me disant elle est moche, elle est moche, elle est moche, et il y en a des moins chères. Allez acheter les autres si elles sont plus belles et moins chères, il n'y a pas de problème. Et au final, Il a dit, il y en a une moins chère. Bon, c'est pas une RS3. voilà, il m'avait sorti cette phrase incroyable, il y en a des moins chères, bon, c'est pas des RS3, mais elles sont moins chères. Ok, va acheter ta Nissan Micra, frère, il n'y a aucun problème. Donc voilà, l'important dans la négociation, c'est de ne pas braquer l'autre et de rester respectueux. Vous allez voir le produit que quelqu'un met en vente, vous prenez son temps, c'est pas la peine d'être désagréable, c'est pas la peine d'être agressif. On reste respectueux et comme ça déjà tout le monde sera en bonne condition pour aller dans une négociation sympathique et agréable qui est totalement possible. On peut faire des négociations en rigolant, en se tapant dans la main. Ça existe, ça se fait et c'est d'ailleurs les meilleures négociations. Tout le monde repart content. Le but c'est pas qu'il y en ait un qui reparte avec l'impression de s'être fait avoir. Le but c'est que tout le monde soit content, l'un de son achat, l'autre de sa vente. Pareil, s'il vous plaît, oh s'il vous plaît, les propositions indécentes et ridicules. No, God! No, God, please, no! 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 Vous avez pas idée du nombre de propositions ridicules qu'on reçoit tous les jours sur les voitures. On va avoir une voiture à vendre à 30 000 €. Un type il va nous écrire, je vous en propose 18 000 tout de suite en cash. Je ne sais pas comment les gens pensent qu'on fonctionne, comment les gens pensent qu'on marge, mais ça ne marche pas de faire ça. Ça n'existe pas. Je ne connais personne qui a acheté une voiture comme ça et je ne connais personne qui a vendu une voiture comme ça. Les propositions un peu coup de poing comme ça, ouais, j'arrive, je te propose 20 000 de moins que ce que tu as annoncé, c'est ridicule. Vous allez vous prendre un mur, vous allez passer pour un con et vous allez énerver tout le monde. Donc non, vraiment, ça c'est la chose à éviter. C'est hyper agaçant pour tout le monde. Alors, une fois que tout est bon, qu'on a tout vérifié, qu'on s'est mis d'accord sur le prix, vient le moment du paiement. C'est un moment un petit peu délicat parce que on a toujours peur de se faire avoir. Alors, il faut toujours se méfier, même si la personne en face a l'air sympa. Mon père disait toujours les bons escrocs, ils n'ont pas l'air d'escrocs. Et ben, c'est exactement ça. On se méfie. Quand on est vendeur aussi d'ailleurs, hein, on fait attention, on choisit des modes de règlement sécurisés. Chèque de banque. Donc vous allez à la banque prendre votre petit chèque de banque, vous l'envoyez au propriétaire de la voiture pour qu'il puisse faire ses vérifications et ensuite vous... En photo, oui, on comprend, vous n'avez pas lui envoyer le chèque. Je vous envoie le chèque une semaine à l'avance, vous l'encaissez, si ça passe, on s'appelle. Non, vous le montrez au propriétaire qu'il puisse appeler la banque, faire ses vérifications de son côté. Le virement, ça marche très bien le virement. Vous allez à votre banque, au guichet, vous demandez à faire un virement. Comme ça, la personne au guichet peut montrer le solde du compte, peut donner un avis de virement tout de suite et là, il n'y a pas de doute possible. C'est une très bonne solution qui est souvent mise de côté, on n'y pense pas, mais ça marche très bien. Ça sécurise tout le monde, vous arrivez dans une agence, on sait qu'il n'y a pas de complice dans une agence, on y va et tout le monde est tranquillisé. Il y a des plateformes de paiement, par exemple Le Bon Coin a mis en place une plateforme de paiement qui est franchement très bien, où vous allez créditer votre compte, vous allez vérifier la voiture et une fois que tout est bon, hop, vous appuyez sur le bouton, les fonds ont été immobilisés par l'application et vont aller directement au vendeur. C'est tranquille, ça marche très bien, bonne alternative. Il faut éviter les Western Union, enfin en fait tout ce qui sort de l'ordinaire. Dans la vie, vous n'allez pas acheter un truc en Western Union, donc pareil, une voiture, vous ne la vendrez pas en Western Union, vous ne l'achèterez pas en Western Union, c'est toujours bizarre. Dès que ça paraît bizarre, de toute façon, on passe son chemin, on ne prend pas de risque, c'est des montants qui sont importants, même une voiture pas chère, ça représente beaucoup d'argent. Donc
zéro risque. Ensuite, pour ce qui est, on a vu le paiement, et on va voir maintenant le côté paperasse. Donc, il va falloir remplir ce charmant document, un joli CERFA qu'on appelle un certificat de cession, qu'il va falloir remplir soit sur ordinateur, soit à la main, avec un nombre de caractères infini, notamment quand on remplit le VIN de la voiture, le numéro de type, de variante, de machin, de truc. Ça prend un temps fou, mais il faut le faire scrupuleusement. Vous avez les informations de l'acheteur, les informations du vendeur et les informations de la voiture. On le fait bien, on relit bien pour s'assurer qu'il n'y a pas ni d'entourloupe ni de faute. Et ensuite, on signe en 2 exemplaires, un pour l'acheteur, un pour le vendeur, et tout le monde est content. Bien vérifier que la personne que vous avez en face de vous est bien le titulaire de la carte grise, bien la véritable personne, donc sa carte grise, sa carte d'identité et un RIB au bon nom. Ou alors, si c'est sur une société, d'avoir le RIB au nom de la société avec le cabis, avec le nom du type dessus comme étant le gérant ou une autorisation écrite du gérant, mais en fait que tout soit encadré, que vous n'ayez pas un type qui vienne voir en disant « Attendez, il y a quelqu'un qui vous a vendu ma voiture, mais c'était pas moi ». Pour la paperasse, on va signer le certificat de cession en 2 exemplaires, signé par les 2 parties, prendre la carte grise qu'on va rayer et signer avec la date et l'heure de vente, prendre toujours une copie de carte d'identité du vendeur, très important d'avoir ça dans son dossier. Ça permet de se tranquilliser, ça permet de savoir un petit peu à qui on a affaire, c'est toujours une bonne chose. Si vous achetez une voiture qui était en financement, ça complique grandement les choses. Vous allez acheter une voiture à monsieur ou madame Tartampion qui va être passé par BMW Finance pour prendre sa voiture en leasing. La carte grise est au nom de l'organisme de financement. La personne à qui vous allez acheter la voiture va devoir solder son financement, faire une carte grise à son nom afin de pouvoir céder la voiture. C'est malheureusement une obligation aujourd'hui, ça prend un temps fou. Il va y avoir 15 jours entre le moment où il va solder son financement et le moment où il va recevoir sa carte grise. Ensuite, il va devoir faire les démarches de carte grise. Et ensuite, il va la recevoir et il pourra vous la barrer, vous la donner. Donc, il faut compter au minimum du minimum 1 mois et demi pour pouvoir faire à votre nom une voiture qui était précédemment en financement. Donc, quand on a affaire à ce genre de choses, s'assurer d'avoir un vendeur sérieux en face, quelqu'un qui va faire les documents en temps et en heure, qui va vous tenir au courant, qui ne va pas arrêter de répondre pendant 15 jours parce que ça, il y a de quoi devenir fou. Et les gens ont du mal à le comprendre, ce qui est envisageable parce que franchement, c'est long et c'est des procédés auxquels on n'a pas l'habitude aujourd'hui, mais ça peut vraiment prendre la tête et ça peut rendre la situation très compliquée. Maintenant qu'on vous a parlé un petit peu de tout ça, on va vous donner la solution pour éviter ce genre de problème. Alors on va un peu prêcher pour notre paroisse, mon cher Thibaut, c'est de passer par un professionnel de confiance. Un professionnel aujourd'hui a des engagements et a des responsabilités quant à la voiture qu'il vous vend. Une voiture que vous achetez chez un professionnel, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, elle sera toujours garantie. Légalement, il y a ce qu'on appelle une garantie légale de conformité. Ce qui veut dire qu'une voiture qui va vous être vendue et qui va tomber en panne et que cette panne est due soit à un mauvais entretien, soit elle est antérieure à la vente, c'est quelque chose qui devra être pris en charge par le professionnel. Alors, à ne pas confondre avec le fait que toute la voiture est garantie, c'est pas vrai. Si vous achetez une voiture que 3 mois plus tard elle tombe en panne et que c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à pas de chance. Les professionnels sérieux auront très certainement mis une garantie dessus, mais à ne pas confondre avec la garantie légale de conformité qui va vous protéger contre les vices cachés. Donc voilà, quand vous choisissez votre professionnel, pareil que le particulier, renseignez-vous. Vous allez sur Google, vous allez sur Facebook, sur Instagram, assurez-vous que ce soit quelqu'un qui est pignon sur rue. Vous allez arriver sur un parc auto avec pas vraiment de bureau, pas de barrière, où c'est juste un terrain en friche avec des bagnoles dessus. Bon, vous dites que le gars, il veut déguerpir dans la nuit, vous arrivez le lendemain, il n'y a plus personne et votre chèque de banque, il a disparu. Si vous arrivez dans un endroit qui a pignon sur rue, qui a une société, vous regardez sur Infogreffe par exemple la date de dépôt de la société, vous assurez que c'est pas une société qui a 3 semaines, mais vous assurez que c'est une société qui existe véritablement. Et surtout les avis Google. Une société sérieuse aura de bons avis Google. Elle aura 4, 5 étoiles avec des personnes qui ont commenté, qui ont mis des avis. Si tous les avis ont été mis dans la même semaine, c'est qu'a priori c'est les copains du pro. Mais voilà, si vous avez des avis un peu épars sur toute la durée d'exercice de l'activité, dans ces cas-là, a priori, vous partez sur un professionnel sérieux et de confiance. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Et passer par un professionnel va vous éviter un tas d'ennuis. Vous allez déjà avoir la tranquillité de vous dire que vous achetez un véhicule qui est garanti. Si le professionnel est sérieux, vous allez avoir un véhicule qui a été vérifié. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais aucun problème avec la voiture, parce qu'un professionnel reste un humain, donc il n'est pas dans la voiture, il ne peut pas deviner tout ce qui peut arriver, mais on limite les risques un maximum et on sait qu'a priori la voiture, elle a été vérifiée un minimum. Un professionnel sérieux
déjà vous livrera une voiture propre avec du carburant, ce qui est quand même plus agréable parce que vous allez voir que les particuliers ils aiment bien mettre les voitures sur la réserve avant de les vendre, à croire qu'ils font des rupteurs juste avant pour utiliser le plein qu'ils ont mis, qui siphonnent, je sais pas, mais un particulier il ramène toujours une voiture sur la réserve, un professionnel digne de ce nom vous vendra toujours une voiture avec un tiers, un quart, un demi, voire un plein complet si c'est vraiment un grand seigneur. On ne torture point femme sur mes terres. La brûler vive suffira. Merci, mon bon seigneur, merci. Tu es trop bon. Vous allez avoir des plaques à votre département, ce qui est quand même plutôt sympa, éventuellement une petite attention, une petite bouteille, et surtout, il va s'occuper des démarches administratives. Donc vous allez arriver le jour de la livraison avec votre petit dossier, avec votre justificatif de domicile, votre carte d'identité, votre permis de conduire et compagnie, et lui va s'occuper de tout. Et vous vous assirez tranquillement dans votre voiture, vous rentrerez chez vous, et 3 jours plus tard ou une semaine plus tard, vous recevrez votre carte grise par courrier recommandé chez vous sans avoir rien fait. Et ça n'a pas de prix. C'est vraiment plaisant parce que l'administration française, elle est ce qu'elle est, c'est parfois compliqué, c'est parfois chiant. À plus forte raison dans le cas dont je parlais précédemment, pour les financements, c'est le professionnel qui va s'occuper de tout. Vous repartirez avec votre certificat de cession, avec votre facture d'achat, avec une copie de la carte grise qui vous permettront de circuler. Le professionnel va se faire tout le petit chemin là pour avoir votre carte grise que vous recevrez tranquillement chez vous. C'est une façon d'être tranquille. Encore une fois, à condition de passer par un professionnel sérieux et vérifié. Ne pas hésiter à aller se renseigner un maximum, à regarder sa présence sur les réseaux sociaux, voir si c'est quelqu'un qui travaille régulièrement. C'est ce qui va vous permettre de voir si c'est quelqu'un de sérieux et de régulier. Et encore une fois, les avis Google, c'est le mieux du mieux, c'est ce qui vous permettra d'être certain. Les annonces, pareil. Un professionnel qui va avoir 2 annonces, bon, un petit peu louche. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un loup. Mais voilà, un professionnel qui a beaucoup d'annonces, qui a du turnover, c'est quelqu'un qui a priori travaille bien, travaille sérieusement et à qui on apporte régulièrement des voitures et qui en vend régulièrement. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, si vous trouvez une voiture qui vous plaît sur le Bon Coin ou la Centrale, mais que vous n'êtes pas trop sûr de votre coût, que vous n'y connaissez pas grand-chose, surtout, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Il y aura un léger surcoût, mais potentiellement, ça vous évitera de faire une mauvaise affaire ou de faire une bêtise et ça vous tranquillisera. Et le professionnel engage sa responsabilité lorsqu'il vous facture ses services. Donc, ça peut être quelque chose d'important. On aime beaucoup être consulté, nous, par des clients. On reçoit régulièrement des mails. Alors, parfois, on va pousser un petit peu la chose, auquel cas, on va le facturer. Mais de temps en temps, on reçoit un petit mail avec une annonce en disant qu'est-ce que vous en pensez et on va donner notre avis. Ça nous prend 2 minutes de regarder. On le fait avec plaisir parce qu'on aime notre métier et qu'on aime bien rendre service. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à tendre une main. Potentiellement, vous vous prendrez une porte fermée, mais potentiellement, vous tomberez sur quelqu'un de sympathique qui sera disposé à vous aider ou alors qui saura vous apporter de vraies solutions moyennant finance, mais qui potentiellement pourront être véritablement intéressantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez peut-être avoir notre avis sur une voiture, ou alors faire appel à nos services pour une recherche personnalisée ou pour qu'on aille voir une voiture que vous avez trouvée. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est ce qui nous permet, nous, ensuite, de vous proposer un maximum de contenu. Et on espère que ça vous plaît, hein. Non, on n'espère pas. On espère ou on n'espère pas. Ouais. À la prochaine.